Alors, pour aujourd'hui, évidemment, c'est un peu cette thématique de la catastrophe. On pourrait parler de fièvre catastrophiste au XXIe siècle, parce que on se rend compte quand on consulte un peu par Internet, tout simplement, ou les publications récentes, au moins des 10 dernières années ou des 15 dernières années, de l'énormité de la production. Ça, je pense que vous l'avez déjà observé. Il y a en particulier des dossiers dans des revues comme par exemple la revue comment elle s'appelle cette revue les dossiers de attendez je regarde je l'ai noté quelque part bon je sais plus Terrain, voilà Terrain, la revue Terrain, la revue Le Portique aussi, où il y a d'énormes dossiers qui interrogent la catastrophe, qui l'analysent, etc. Donc ça veut dire simplement que il y a et les anglo-saxons ont commencé avant nous. Donc il y a une réflexion sur la catastrophe qui est très liée à ce début du XXIe siècle. Ça c'est la première chose qu'il faut observer, au moins en philosophie, en sociologie, même en philosophie. Il y a Métaphysique du tsunami, qui est un petit ouvrage qui est assez intéressant de Dupuy. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit cette littérature, qu'est-ce qu'elle dit comme symptôme, si vous voulez, cette littérature du début du XXIe siècle, qui, je le répète, est extrêmement abondante. J'ai renoncé à vous faire une bibliographie. C'est que, au fond, il y a une sorte de découverte de la vulnérabilité de nos sociétés, ça c'est clair, face aux catastrophes justement. Et toute cette analyse du risque, évidemment, qu'il y est associé et qui est quand même très lié à ce début du XXIe siècle. Et troisième point, donc vulnérabilité des sociétés, ce qui peut paraître paradoxal dans une société hyper développée, d'avoir une conscience aiguë de sa vulnérabilité. Deuxièmement, la question du risque qui devient envahissante, et même obsédante. Et troisièmement, le fait que très souvent, cette analyse de la catastrophe est liée à une vision de type apocalyptique, c'est-à-dire le problème de la fin du temps. La fin du temps. Pas forcément la fin des temps, mais la fin du temps, je pense au livre de Gunther Anders en particulier. Alors, moi, je ne suis pas dans cette problématique-là, je vous la situe simplement parce que, enfin, je n'y suis pas complètement, j'y suis un petit peu, mais pas complètement, parce que mon point de départ est très ancien, c'est le début du XVIe siècle, c'est le Mexique dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, et c'est une grande catastrophe qui a, je dirais, renversé, au sens vraiment de catastrophe, de renversement, qui a renversé le monde américain et qui est la catastrophe démographique. Alors, je disais dans le petit texte qui présentait ce travail d'aujourd'hui que la catastrophe était au fond pour les moines, les franciscains surtout, les dominicains ensuite, qui interrogent les Indiens pour arriver à faire ce qu'on appelle l'accrochage des histoires, c'est-à-dire comment l'histoire universelle, qui est l'histoire du monogéniste chrétienne, peut-elle intégrer un continent entier peuplé de millions de personnes qui ont été éloignées de Dieu pendant tant de temps? Comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille? Et on peut l'expliquer, il commence à l'expliquer en faisant une espèce d'herméneutique, en interrogeant les anciens et en essayant de trouver des lieux, des ponts, des accrochages entre leur histoire préhispanique et l'histoire universelle, telle que eux la bâtissent. Et évidemment, un de ces ponts privilégiés, je l'ai vu en m'intéressant à la catastrophe, c'est la catastrophe, justement. Par exemple, le déluge, qui est par définition une catastrophe fondatrice. Ou encore, les destructions de villes. Alors, quand il y a une grande destruction de villes, évidemment, la destruction de villes accroche avec tous les épisodes cataclysmiques ou catastrophiques de la Bible vétérotestamentaire, et on sait qu'ils sont extrêmement nombreux. Donc, il y a cette espèce de reconnaissance dans la narration des anciens de point d'accrochage, et ça a une fonction très importante parce que ça fait entrer l'histoire préhispanique dans l'histoire de l'humanité. Alors, j'en arrive maintenant à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais travailler sur, d'une part, les regards face à la catastrophe démographique, différents observatoires ou différents textes qui informent et qui analysent et surtout donnent sens à ce phénomène. Et puis, je partirai ensuite sur un deuxième texte qui est tout à fait différent et qui est ce livre énorme que j'ai là, qui pèse un âne mort, Global Crisis, de Geoffrey Parker,
qui est de 2013 et qui est un livre tout à fait intéressant, figurez-vous, parce que son fondement, c'est le fondement, la thèse historiographique que cet auteur développe, qui a d'abord été un auteur qui travaillait sur l'histoire de la guerre, qui a travaillé sur la question militaire, etc., et qui est un moderniste. Et vous voyez, c'est au XVIIe siècle, hein, 17th century, il fait l'analyse de la catastrophe comme, en quelque sorte, le bâti, l'armature même de l'histoire au XVIIe siècle. C'est la catastrophe qui permet d'articuler l'histoire au XVIIe siècle. Donc c'est une perspective tout à fait intéressante, et je me suis proposé de vous faire un peu un bilan de ce livre, un bilan critique évidemment, pour qu'on puisse sur cette base-là, entre des textes qui sont écrits en 1540 et des textes qui sont écrits en 2017, et qui sont confrontés à la catastrophe, du point de vue de l'histoire, de l'historien, de l'écriture de l'histoire, et bien essayer au fond, de voir si on peut en tirer une matière à débattre. Alors, pour finir donc, deux questions. Enfin, mon axe, c'est l'historicité de notre discours sur la catastrophe. Ça, c'est mon axe. Et la question que je me pose, c'est, au fond, est-ce que la catastrophe est un bon observatoire pour pouvoir parler, écrire l'histoire et comprendre l'histoire des sociétés? Est-ce que la catastrophe peut être un observatoire pour comprendre l'histoire des sociétés? Et est-ce que les discours qui sont posés, portés sur la catastrophe, construits, peuvent être des bons observatoires pour, en quelque sorte, faire la cartographie des enjeux politiques, sensibles et économiques d'une société? Voilà. C'est un peu ça l'objet de ce travail. Alors, ce qui me fonde en plus dans ce prologue est un peu long, mais ce qui me fonde aussi dans cette perspective-là, c'est qu'au fond, quand on y regarde de près, la catastrophe n'est jamais un événement isolé. Ça n'est jamais un événement, ça semble un événement unique, ça semble être un événement singulier, monstrueux, exceptionnel, mais en vérité, la catastrophe s'inscrit toujours dans une temporalité. Elle tue, elle dévaste, mais par à-coups successifs, si vous voulez. Elle est au fond, elle s'étale dans le temps. Elle s'étale dans le temps. Pour la penser, on l'étale dans le temps. On ne peut pas la penser dans le présentisme. On est toujours obligé de la penser par rapport à un avant, c'est-à-dire un puits de causalité qu'on reconstruit pour l'expliquer, et aussi par rapport à l'après, de quoi fait-elle sens, de quoi est-elle le signe pour le futur. Donc il y a toujours cette inscription de la catastrophe dans ce que j'appellerais une temporalité d'un événement qui paraît irréfléchi, immotivé, singulier, aberrant. Eh bien en vérité on reconstruit une temporalité qui le plus souvent est téléologique. Il faut que la catastrophe ait un sens. Il faut elle a un prix, mais il faut aussi qu'elle ait un sens. Voilà. Alors, pour revenir à mon affaire de catastrophe au XVIe siècle, vous savez que cette affaire de l'effondrement démographique des populations indigènes, je vais la faire un peu vite parce que vous savez plein de choses. En gros, on passe pour le Mexique, si je me centre par exemple pour le Mexique, el Valle de Anahuac, la région des 35 provinces de la Triple Alliance, on a une estimation à peu près entre 25 millions de personnes en 1519, quand arrive Cortés, et on arriverait à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, à 1 million de personnes. Donc on est devant quelque chose de cataclysmique. En gros, entre 80 et 90% de la population indigène aurait disparu. Hein. Je ne parle même pas des Antilles, où là, c'est quasiment la totalité de la population indienne qui a disparu en à peu près 30 ans, 3 à 4 décennies. Donc, on est devant un phénomène cataclysmique. Ce phénomène cataclysmique, nous en avons une première lecture qui est, alors, fondamentalement catastrophique et cataclysmique, c'est celle de Las Casas. Las Casas, qui dès 1552, et même avant, vous le connaissez, Bartolomé de Las Casas, tout le monde le connaît, écrit un petit ouvrage qui est un véritable, qui a une force de frappe absolument terrible, et dans lequel il ne décline que la catastrophe. La catastrophe sous le mode du crime.
Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui de voir l'écho qu'a toujours Las Casas. Las Casas, c'est un auteur complètement ardent, je dirais, au niveau de la mémoire. Il est récupéré, entre guillemets, par, tout de suite au XVIe siècle, par la légende noire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une iconographie catastrophique et qui est en même temps un réquisitoire, évidemment, un acte d'accusation, c'est-à-dire que là, la catastrophe est connotée moralement, elle est un crime. Hein. Et évidemment, on pense à un crime contre l'humanité, avec lequel, effectivement, le mot génocide va être corrélé tout de suite. Hein. Il va y avoir une corrélation entre catastrophe démographique américaine et génocide. Et ce lien, c'est un lien qui n'est pas, qui n'a rien de naturel. Hein, je veux dire, c'est un lien qui est construit par Las Casas, qui va être imagé pendant tout le XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, par ce type d'image, qui va être diffusé dans toute l'Europe, qui sera repris ensuite par les post-colonial studies, où on va dire que Las Casas est celui qui, je cite, dans les années 5, Robert Youn dit the genocide that had been practiced. Hein, le génocide qui a été pratiqué, c'est l'œuvre c'est ce cataclysme démographique qui parle bien de génocide under the blessing of Spanish king. My English is fluent. Ensuite, on va avoir quelqu'un que vous connaissez qui a écrit un livre, Tristan Todorov, qui est un linguiste, qui a fait des dictionnaires que je connais bien, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Oswald Ducrot en particulier, mais qui a fait un livre intéressant, hein, La question de l'autre, la conquête de l'Amérique, que tout le monde a dans sa bibliothèque, que tout le monde a lu, qui est dans toutes les bibliographies, mais dans lequel il dit quand même tranquillement que en 1550, donc Pim Pam Poum, il y avait, je ne veux pas le lire parce que je suis complètement dessous, ce qui m'intéresse c'est le premier mot, voilà, si le mot génocide, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, si le mot génocide ne s'est jamais appliqué avec précision à un cas, c'est bien celui-là, hein, celui de la catastrophe américaine. Et il finit, alors un temps record, etc. Voilà, on comprendra combien sont vains les efforts que font certains auteurs pour dissiper ce qu'on appelle la légende noire, c'est-à-dire tous les historiens qui essaient de dire, il faudrait peut-être penser ça autrement, établissant la responsabilité de l'Espagne dans ce génocide. Donc, c'est moral, c'est un jugement éthique. Le mot génocide implique une intention, hein, d'extermination. C'est lié à Nuremberg, c'est lié à la Shoah, c'est lié à une histoire extrêmement contemporaine. Et c'est intéressant de voir que cette question catastrophique est traitée d'une façon, je dirais, diachronique, sur la très longue durée, et est toujours aussi présente. Alors, évidemment, un autre registre que je me permets de vous présenter aussi, dans cette espèce de tracé comme ça de la catastrophe démographique dans l'histoire, c'est aussi très récemment dans un livre que je vous présente là, que j'ai apporté, qui est en fait un fascicule, La nouvelle histoire des empires, dans la revue Sciences Humaines Histoire, et dans cette revue qui date de 2013, novembre 2013, donc on est quand même assez près de nous. Eh bien, ça fait un peu il passe en revue tout ce qui est construction des empires. Alors, on a l'empire de Gengis Khan, même l'empire des Comanches, hein, parce qu'il y a un grand empire des Comanches en Amérique du Nord. Et puis, on arrive à un truc bizarre qui s'appelle l'empire des fièvres. Eh bien, l'empire des fièvres, c'est l'Amérique coloniale. L'Amérique espagnole, c'est l'empire des fièvres. Et là, à nouveau, on va avoir une définition de l'histoire coloniale, alors différente, parce que là, la catastrophe démographique est vue comme une catastrophe écologique, c'est-à-dire les fièvres, et les Espagnols érigèrent leur empire dans les Amériques sur les ruines des sociétés amérindiennes. Pendant 2 siècles, fièvres et moustiques aidèrent l'empire espagnol à perdurer. Donc, l'empire espagnol, comme l'empire portugais, hein, dans sa tête, c'est tourne sous nom, sont construits sur la base de cette énorme contamination des fièvres et des moustiques qui ont en quelque sorte fait le travail des Espagnols, et les Espagnols ont occupé un espace désert. C'est-à-dire que là, il y a une opération réductionniste stupéfiante, hein, sur la base de cette lecture de la catastrophe. Et ça me paraît intéressant comme une autre voie aujourd'hui pour parler de la catastrophe démographique qui m'intéresse. Donc, le cataclysme démographique et ses perceptions peuvent-ils constituer un observatoire de l'histoire coloniale? Eh bien, pour répondre, il faut revenir au XVIe siècle
et revenir à ce qu'en ont dit, les contemporains. Alors, je vais aller très vite parce que j'ai peur que, en fait, je bavarde toujours trop. Donc, je vais essayer de condenser beaucoup parce que ce qui m'intéresse, c'est vos réactions, évidemment, par rapport à ce que je vais vous proposer. Alors, il y a eu beaucoup de causes. D'abord, je voudrais replacer le point de vue que moi j'ai en tant qu'historienne historienne entre guillemets, civilisationniste, comme vous voulez, de cette période que je travaille quand même depuis 30 ans maintenant. Premièrement, évidemment, tout le monde est d'accord, tous les historiens sont d'accord sur les causes de ce cataclysme démographique qui sont multiples. Il y a eu les guerres, ça c'est évident, mais les guerres, il y en avait beaucoup dans le monde préhispanique. Les Indiens s'assassinaient tranquillement de groupe à groupe et parfois avec une rage tout à fait notable. Il y a eu bien sûr surtout toute l'instauration de la colonisation, c'est-à-dire la surexploitation par le travail, la fragilisation des sociétés coloniales par les questions, je dirais, la fragilisation des cadres sociaux, des cadres économiques. Il y a une multitude de causes, comme par exemple les changements de nutrition. Ils ont intégré la viande, l'alimentation carnée, et ça a provoqué un certain nombre de problèmes. Les délocalisations, le rapport au travail, le rapport à l'organisation sociale, la destruction des dieux, le choc psychologique. Enfin, vous savez qu'il y a eu des suicides souvent importants, hein, surtout dans les Antilles, massifs, qui s'expliquent par cette espèce de perte de temps. Hein. Et là-dessus, il y a, pendant tout le XVIe siècle, l'assaut épidémiologique, qui va être terrifiant. Et là, le thème qui revient chez tous nos commentaristes, excuse-moi cet hispanisme, c'est le fléau. Voilà. Et là, il y a la tâche entre catastrophe et fléau. Parce que le fléau, c'est biblique. Et leur lecture de ça, c'est fléau. Plagas, en espagnol. C'est ça qu'il est. Et c'est le mot qui, quelque part, cristallise ce problème de compréhension et d'approche dont je parlais. Hein. Alors, parce qu'on ne trouve pas catastrophe. On ne trouve jamais dans les textes du XVIe siècle. Hein. Alors, le choc épidémiologique, ils avaient un mot, ça s'appelait pestilencias. Et c'était successivement, ça pouvait être la variole, hein, puisque avant même que Tenochtitlan tombe, Tenochtitlan est ravagé de l'intérieur sans que les Espagnols aient dégainé leur épée par un virus de la variole qui a été apporté par un noir de Narvaez qui s'est joint à Cortés. Donc vous voyez, on pense que Huayna Capac, le père de Atahualpa et Huáscar, a sans doute mort aussi d'un germe européen. C'est-à-dire que l'avance de la maladie, des germes, précède les Espagnols de même. Alors, le problème, c'est le nombre. Alors, deuxième débat, les causes, c'est fait. Le nombre, combien? Alors là, c'est un débat sans fin. On essaie d'utiliser tous les documents dont nous disposons, qui sont par exemple les matriculas de tributarios, c'est-à-dire combien d'années de tribus. Bon, à partir de là, on remonte. On essaie d'avoir donc la documentation fiscale, la documentation des religieux qui baptisent. Alors le problème, c'est qu'ils baptisent parfois 3000 personnes dans la journée, donc si vous voulez, c'est un peu compliqué. On a aussi la question des rapports civils, des visitadores qui vont faire des rapports quantifiés. Mais il y a énormément de débats. Voilà à peu près les dessins qu'on a aussi. On a aussi évidemment une information des codex eux-mêmes, c'est-à-dire des témoignages des indigènes eux-mêmes. Hein. Ils ont dessiné, bien que peu, cette catastrophe. Et voilà la courbe, le collapse dont je vous parlais, hein, vous voyez la chute qui fait importante, elle se fait aussi au cœur du XVIe siècle, avec toute une série d'attaques épidémiologiques. Et voilà. Alors, je passe sur les chiffres. Je voulais vous parler des problèmes des chiffres, mais je passe. Et j'arrive maintenant à la lecture. Quelle lecture en ont les contemporains quand on a essayé de poser un petit peu ce cadrage chiffré et chronologique? Premièrement, les chroniques. Que disent les chroniques? Les chroniqueurs, évidemment, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Il faut comprendre que le XVIe siècle, il y a une espèce de course contre la mort, pour les religieux en particulier. Parce qu'il faut les baptiser. Il faut les baptiser avant qu'ils meurent. Ça, c'est une espèce d'enjeu tragique pour les religieux. Et cette course contre la mort explique ce qui est beaucoup reproché aux franciscains, c'est-à-dire ces baptêmes massifs
Mendieta dit qu'il a des crampes au bras tellement il a baptisé dans la journée. Non, mais on ne le comprend que si on sent que pour eux, ils sont dans une espèce dans une tension frénétique extrême, névrotique par rapport au travail qui les attend et dont ils sont comptables aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Donc il faut restaurer cette perspective. Et évidemment, les chroniqueurs aussi, parce que personne n'a intérêt à ce que les Indiens meurent. Absolument personne. Ni les encomenderos. Parce que les encomenderos, c'est leur bien. C'est la seule chose dont ils possèdent, c'est cette force de travail. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'elle disparaisse. Le problème, c'est qu'elle disparaît quand même. Ni la couronne, qui a besoin de ses vassaux, qui sont tous tributarios. Donc chaque fois qu'un Indien meurt, c'est une perte sèche. Et ni les religieux, qui ont besoin, parce que c'est leur, excusez-moi l'expression, elle est vulgaire, c'est leur fonctionnaire. C'est quand même sur ça qu'ils travaillent, c'est la masse, c'est le sens de leur mission. Donc personne, aucun des grands interlocuteurs, des grands agents du monde colonial, n'a vraiment d'intérêt à ce que les Indiens meurent. Et les Indiens meurent massivement. Donc là, il y a là une tension politique, économique et spirituelle énorme. Et c'est intéressant de voir comment chacun essaie de loger une explication, de construire un sens, et évidemment, construisant le sens de cette mort, ils construisent leur propre sens dans la société coloniale, à eux, comme encomendero, comme moine ou comme représentant du roi. Donc c'est une construction double, n'est-ce pas, à double fond. Alors, les chroniqueurs, eh bien, voyons par exemple, Discuss sur Gaz, un des hommes avec lesquels je vis depuis maintenant plusieurs décennies, qui est Gonzalo Fernández de Oviedo. Sa chronique date de 1535, mais en vérité, la chronique sera éditée beaucoup plus tard, Historia General y Natural de las Indias, et son observatoire, c'est Saint-Domingue. Et là, il a ça sous les yeux. Hein, la mort des Indiens, il l'a sous les yeux pendant 35 ans qu'il passe. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Premier constat, en breve tiempo, todo se murió. Bon, la catastrophe dans son aspect fulgurant. Deuxièmement, il explique les raisons. Et quand on lit les raisons, on voit décliner des choses qui ne sont pas très agréables à entendre pour les Espagnols. Il y a la codicia, et il y a un terme que je voudrais que vous notiez peut-être, si ça vous intéresse, c'est le mot mudanzas. Parce que ça, la mudanza, dans le monde colonial, c'est forcément porteur de catastrophe. Il ne faut pas bouger les choses. C'est paradoxal. Hein. C'est comme si, au fond, on accusait, et la mudanza, c'est plus que le changement. Ça a à voir avec catastrophe, toujours dans ce sens étymologique de catastrophe, c'est-à-dire de retournement. Hein. Et il dit, quelle est la mudanza qui porte le plus préjudice? C'est le changement de maître. Hein. Cambiar andando de amo en amo, de señor en señor, parce qu'il y a une espèce de surenchère de la codicie. À chaque fois que les Indiens sont passés d'une main à l'autre, le nouvel arrivé cherche à tirer le maximum de profit de ces Indiens. Donc, il y a une espèce de spirale infernale dans la surexploitation des Indiens. Et il rajoute, troisièmement, la corruption, parce que ceux qui possèdent ces Indiens sont des gens qui sont à la cour, au conseil, pas au conseil des Indiens, il n'existe pas encore, mais au Consejo de Castillas et de Indias, et qui ont des intérêts privés en Amérique, et qui ont des majordomes, des factores qui sont en Amérique et qui font le travail pour eux. Donc l'Indien, tout le monde fait paix sur la bête, nous dit Oviedo, et le roi ne dit rien, parce que c'est des gens de son entourage. Donc il y a une collusion d'intérêts, et ça c'est très intéressant parce que, évidemment, là il est dans le procès, tout simplement le procès d'un système colonial qui vise sur une surexploitation des Indiens et donc leur mort assurée. Alors, on pourrait dire, c'est magnifique, Oviedo, qui est type quand même, hein, il est presque comme Las Casas. Or, il ajoute, inquiero, et c'est ça qui m'intéresse moi. Sin grande misterio tuvo Dios olvidado tantos tiempos estos hombres. Premier problème qui est, je le répète, obsédant. Comment Dieu a-t-il pu oublier des millions d'Indiens pendant si longtemps? Y después, cuando se acordó de ellos, quand les Espagnols les ont amenés en quelque sorte au souvenir de Dieu, viendo que los corazones de estos eran atentos a mal obrar, parce qu'ils sont viciosos, colmados de vicios, consintió que se les acabasen las vidas. Alors voilà, d'un seul coup, Dieu qui permet le massacre. Alors ça nous renvoie à un débat qui aura à nouveau lieu au XVIIIe siècle, je vous rappelle,
qui est celui de Voltaire écrivant sur le tremblement de terre de Lisbonne, et disant et s'opposant au déterminisme de Leibniz, disant comment Dieu a-t-il pu prévoir cette chose-là. Donc il y a là cette première question, et ensuite yo no absuelvo a los cristianos que se han enriquecido y gozado del trabajo de sus siglos, ni quiero pensar, je ne peux pas penser que sin culpa de los indios los había de castigar y asolar Dios. Donc il fallait qu'il soit quelque part quand même coupable. Et no quiero pensar. C'est presque obligatoire d'avoir cette explication en amont de l'idolâtrie coupable des Indiens pour expliquer que Dieu les ait laissés périr en si grand nombre. Donc il y a une espèce de raisonnement forcé, et presque obligé. Il y a une espèce de nécessité là qui est de type métaphysique et bon. Alors si on voit, voilà López de Gómara, qui est mon deuxième compagnon de route. Et là, López de Gómara, c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve la même chose. Unos murieron, et là, il décline, parce que c'est quelqu'un qui écrit de façon extrêmement concise, il décline en quelques lignes le cataclysme, ou la catastrophe globale. Unos murieron de hambre, como de otros de trabajo, muchos de viruelas. Vous voyez ce style où il condense les choses. Unos se mataban con zumo de yuca, otros con malas hierbas de suicidio, otros se ahorcaban de los árboles. Las mujeres hacían también ellas como los maridos y se colgaban a par de ellos y lanzaban en las criaturas en arte y bebidas, por no parir a luz hijos que sirviesen a extranjeros. Là, on a tout le bâti de ce cataclysme, azote debió ser que Dios les dio por sus pecados. Debió ser. On retrouve cette même construction en amont, pero, donc malgré tout, grandísima culpa tuvieron de ellos los primeros, es decir, los españoles, por tratarlos muy mal, acodiciándose más al oro que al prójimo. Le style est magnifique, c'est une écriture superbe, et là, on a condensé toute la clé explicative depuis l'historiographie de ce cœur du XVIe siècle, 1550, on est dans ces années-là, du cataclysme démographique. Alors, chez Gómara, c'est toujours plus compliqué, parce que chez Gómara, ce qu'il fait, et ça c'est la dernière chose que je dirais sur la chronique, c'est que, comme d'autres d'ailleurs, mais surtout Gómara, parce que ça a quelque chose quand même de difficile de dire Dieu l'a permis parce qu'ils sont criminels. Ce sont des criminels, ce sont des gens qui sont coupables d'idolâtrie et de plein de péchés, dont le pecado nefando qui était la sodomie. Et alors ça, c'était vraiment la preuve qu'il fallait qu'ils disparaissent. Mais le Gómara fait quelque chose de plus pour refonder, et ça c'est intéressant, pour refonder la légitimité, ou en tout cas le sens de cette mort massive des Indiens. Il dit d'ailleurs, les beïques, les chamans, les prophéties, les signes, avant l'arrivée des Espagnols, au sein des sociétés coloniales, le disaient bien. En d'autres termes, il y a utilisation de la prophétie, non pas pour dire ce qui va advenir, mais pour dire que ce qui est advenu devait advenir. Et ça, c'est une manipulation du discours prophétique qu'on trouve partout, dans toutes les chroniques. Cette idée que, en fait, la prophétie serait la validation par le vaincu de la victoire du vainqueur. Il y a un effet là qui est tout à fait intéressant. Alors, j'ai écrit beaucoup là-dessus parce que ça me passionne, mais je passe. Alors, et il finit, Gómara, en disant cette chose terrible. Il a interrogé les beïques et les chamans qui ont dit, bon, je vais quand même vous le dire parce que je dis. Alors, regardez. Non, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait dire à un chaman de la région du Venezuela, quand même, hein. Si bien los dioses esconden las cosas venideras a los hombres por su mejoría, las querían manifestar a ellos por ser buenos religiosos. Buenos religiosos, c'est les bons chamans, hein, les bons, ceux qui sont les professionnels. Y que supiesen como antes de muchos años, que les dieux disent donc au beïque, il faut que tu saches, hein, que antes de muchos años, vendrían, bien sûr, a la isla unos hombres de barbas largas y vestidos todo el cuerpo,
que hindiesen de un golpe un hombre por medio. Con las espadas relucientes que traerían ceñidas, los cuales hollarían los antiguos dioses de la tierra, reprochando sus acostumbrados ritos, y verterían la sangre de sus hijos cativos los violarían. C'est-à-dire que toute la prophétie là, est utilisée dans la bouche, c'est machiavélique, de la mettre dans la bouche du Béique qui vient la confirmer et du coup évidemment légitimer totalement la tournure compris des événements. Alors la même chose se trouve au Pérou, la même chose se trouve au Mexique, cette histoire de la prophétie. Alors, dernier chroniqueur, et ça c'est tout à fait surprenant, je me suis dit, allons voir chez Herrera. Herrera, tu me dis quand j'en arrêté. Herrera est le chroniqueur qui vient à la fin, au début du XVIIe siècle. Donc là, tous les chroniqueurs dont je vous ai parlé, ils sont au cœur du XVIe siècle, 1550. Et puis, 1601, on a une grande chronique, 1601-1615, on a une grande chronique qui est celle de Herrera, qui est la chronique officielle. C'est la chronique la plus importante dans laquelle il ramasse, il est en surplomb par rapport aux événements de la conquête, et il ramasse toute la documentation. Et je cherche. Et là, je ne trouve rien. Il n'y a pas un chapitre sur la mort des Indiens. Il y a la mort des Indiens, mais éclatée, disséminée, fragmentée, tel vilain conquérant qui a tué des Indiens, telle maladie qui est arrivée sur telle ville. Et non seulement il n'y a pas de chapitre en soi, mais au fond, il procède à la fragmentation. Je dirais que c'est une mort fractale. Voilà, elle est éclatée sous 1000 formes, mais du coup, le problème de la mort des Indiens, au XVIIe siècle, il ne veut plus le poser comme ça. Pour des raisons évidemment politiques. On est en pleine légende noire. C'est-à-dire que les images que je vous ai montrées de ça circule partout. Donc lui, il n'en parle pas. Et ce qu'il fait, c'est alors quand il doit parler des maladies, parce que quand même il est chroniqueur, alors ce qu'il dit, c'est il y avait des maladies avant. Cocolitzle, et a las enfermedades generales de viruelas que han tenido y otras mortandades universales. Et voilà, le tour est joué, la maladie, c'est universel. Donc il y en avait avant, les Espagnols en ont apporté d'autres, mais au fond, c'est le lot de l'humanité tout entière. Donc la responsabilité est tout à fait gommée. Il y a une espèce de gommage, on arrase les aspérités, qui étaient plus que des aspérités, qui étaient des véritables enjeux énormes sur le plan éthique et politique, on les arrase, on les lisse, et on fait de la maladie une espèce de tragédie universelle qui du coup ne porte pas sur la seule Espagne. Alors, il le dit vraiment très clairement, et il dit d'ailleurs, ah oui, à Veracruz, il y a des maladies. Mais il y en avait déjà de l'époque des Aztèques, puisque Moctezuma, comme tous les Indiens étaient morts, a été obligé de délocaliser 8000 familles pour aller peupler la ville. C'est bien la preuve que, on sait que, bien sûr qu'il y avait des maladies dans le monde préhispanique, mais elles n'avaient pas cette dimension de mettre en péril la population complète, dans son nom entièrement, je veux dire, c'était clairement c'était des maladies qui étaient circonscrites, on va dire. Bien, donc, voyons maintenant une deuxième série, c'est le clan, ce que j'appelle le clan des encomenderos. Alors, les encomenderos ont aussi leur version des choses. Alors, eux, c'est très simple, je me suis fondée sur un livre que je vous cite ici, de Giuliano Liozzi, qui est donc Adam et le Nouveau Monde dans la traduction de 2000. Mais c'est un livre bien antérieur, c'est un livre d'anthropologie historique tout à fait passionnant sur la question d'Adam, c'est-à-dire l'origine des Indiens, Adam et le Nouveau Monde, thématique que j'ai évoquée au début dans mon introduction. Alors, Liozzi, moi j'ai pas eu le temps d'aller voir le texte, donc je vous cite via Liozzi. Il parle d'un texte qui a été écrit en 1540 par un docteur, c'est-à-dire un lettré, juriste, qui s'appelle Roldan. Et alors, dans ce texte, Roldan explique que les Indiens, ce sont les tribus maudites d'Israël, qui ont été maudites par Dieu parce qu'elles avaient adoré les faux dieux, maudites par Yahvé, qui les a obligés à l'exil, qui les a expulsés en quelque sorte de son monde, en disant vous n'êtes plus, je ne suis plus votre Dieu, vous ne serez plus mes enfants. Et il y a une prophétie comme ça, il utilise le livre des rois, d'une part,
Et puis, dans le livre des rois, on parle de cette errance des tribus d'Israël. Et alors, le Roldan en question, il a fait le calcul de combien, en marchant tous les jours, sauf le Shabbat, comment on pouvait arriver en Amérique. Et il arrive en disant, ben voilà, ça correspond, hein, c'est les mêmes. Voilà. Alors, il explique donc qu'après une marche d'1 an et demi, en faisant son calcul, les Indiens sont arrivés en Amérique et ils se fondent aussi sur une autre prophétie qui est apocryphe et qui sera d'ailleurs mise en cause par le Concile de Trente, qui l'exclura des textes canoniques, qui est la prophétie d'Osée. Et alors la prophétie d'Osée développe la malédiction de Yahvé. Et la malédiction de Yahvé, c'est « Je ne suis plus votre Dieu » et il va vous arriver plein de choses terribles. Alors, la prophétie est en 2 temps, et vous voyez l'importance de la prophétie, hein, pour comprendre le cataclysme, c'est extraordinaire. Alors, elle est en 2 temps. Premièrement, vous serez très nombreux comme les grains de sable sur la plage. Or, quand les Espagnols arrivent en Amérique, surtout au Mexique, c'est un monde saturé d'Indiens. Il y a 25 millions de personnes, c'est énorme. Hein. Au niveau démographique, c'est colossal. Donc, effectivement, les religieux disent, il y en a partout, ils sont beaucoup. Et ça correspond à la prophétie d'Osée. Mais ensuite, il leur dit que vont venir des êtres, ils les appellent les aigles, hein, qui vont fondre sur eux et ils seront maudits. Leurs fils seront faits prisonniers, réduits à l'esclavage. Ça s'appelle plagas. Ça, hein, ils vont être colmados de plagas. Hein, donc ils seront réduits à l'esclavage, vendus à des étrangers. On jouira de leurs biens. Des hommes audacieux comme des aigles féroces, c'est évidemment les Espagnols, puissants, c'est toujours les Espagnols, ils allaient devoir les servir, ils seraient maltraités, ils souffriraient de la faim, de la soif, et ensuite viendrait peut-être le secours de Dieu qui permettrait que certains survivent à ces fléaux. Il n'empêche que là, dans cette perspective-là, non seulement les encomenderos et les Espagnols, les conquérants ne sont pas coupables, mais ils sont même le bras armé de Dieu. Ce texte va avoir un franc succès parmi les conquérants et parmi les encomenderos. Moins du point de vue de la couronne. La couronne n'a pas donné d'audience à ce texte pour une raison évidente, c'est que pour la couronne, il ne faut pas du tout que les encomenderos se sentent investis. Il faut qu'ils soient de la justice divine, parce qu'alors ils seraient intouchables. Or, la couronne a à cœur de contrôler les encomenderos. Et contrôler les encomenderos, c'est justement contrôler la encomienda. Hein, leurs biens. La encomienda, c'est des lots d'Indiens. Hein, c'est pas des terres, c'est des lots d'Indiens. Donc, toute la question du statut de l'Indien, de sa dépendance, son degré de dépendance, soit envers l'encomendero, où il est encomendado, soit par rapport à la couronne, où il est vasallo libre de la corona, là se joue le problème des tensions entre les Américains, les Espagnols d'Amérique et la couronne. Donc il y a des problèmes politiques qui croisent constamment, évidemment, ce discours. Herrera, on revient à lui, parle de la encomienda. Il ne parle pas de la mort des Indiens, mais il parle de la encomienda. Herrera, c'est le chroniqueur officiel. Donc, il est en tension avec les encomenderos et il est du côté de la couronne qui veut contrôler les encomenderos, voire limiter leur capacité de nuisance. En même temps, ils en ont besoin, parce que c'est eux qui font travailler les Indiens. Mais il faut aussi éviter la reconstruction d'une structure féodale, donc autonome. Donc, Herrera, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben voilà, il y a un débat sur un truc très important, qui était la perpétuité de l'encomienda. Est-ce que ces Indiens, on les donnait pour toujours aux encomenderos et leurs descendants, ou bien est-ce qu'on leur donnait simplement pour une vie ou 2 vies, et après il fallait repasser l'examen, en quelque sorte, réobtenir l'encomienda du roi? Parce qu'en ultima instancia, c'est bien le roi qui a la maîtrise de ces sujets. Alors, Antonio de Herrera dit, voilà, ceux qui sont pour disent, los indios tienen curso y asiento en ser gobernados por encomenderos. Et regardez, y la novedad y mudanza puede ser peligrosa. Et on retrouve ce mot de mudanza qui a pour équivalent novedad. Il ne faut pas les changer. Chaque fois et rappelez-vous ce que disait Oviedo, hein, on les change de maître en maître, et voilà ce qui se passe, ils meurent massivement. Alors que les opposants, ceux qui disent non, 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 il ne faut pas leur donner pour toujours, la experiencia, et vous voyez, c'est pas le même argument, hein, la experiencia, había demostrado que por haberse encomendado se habían acabado, y tout est tout à fait,
los indios, porque los que estaban incorporados en la corona se habían multiplicado. Alors, c'est pas vrai. Hein. Ceux qui sont sous la vacantes, donc directement dépendants de la corona, meurent comme les autres. Hein. Un peu moins peut-être, et encore, parce qu'ils sont sous la coupe du corregidor, qui est un monstre. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout devant... mais c'est un montage, là, argumentatif. Vous voyez comme la catastrophe irrigue toute la problématique politique et, sur la base de la démographie. Et ça, c'est une entrée que je trouve intéressante. Alors, maintenant, j'arrive au... Quelle heure il est? Oh, vous devez vous ennuyer terriblement.